Bonsoir, bonsoir. Excusez le petit décalage. Bienvenue à ce nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Donc nous sommes le 9, 9 décembre 2025. Il est 21 heures et quelques et nous sommes au rendez-vous comme tous les mardis. Donc bienvenue. Pardon pour ce petit retard. Donc nous sommes là pour continuer à faire le travail que nous nous sommes proposés de faire tous les mardis à 21 heures. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas... bonsoir Olivier, j'ai bien reçu votre message Olivier, mais j'ai oublié de vous répondre. Désolée. Et Nathalie, c'est beaucoup mieux avec le son. Bonsoir. Annie, bonsoir. Et donc, vous précisez que pour ceux qui ne le savent pas, il y a une page de YouTube qui s'appelle Clémence Lenis où vous pouvez voir l'ensemble de toutes ces vidéos, tous ces directs qui sont réalisés sur Facebook. Ben ensuite, Milka Vidovic, bonsoir, je les passe sur la page de YouTube. Vous pouvez les retrouver parce que Facebook, non, et Alibaba, bonsoir. Facebook va les éliminer au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, YouTube les garde. Néléa, bonsoir. Donc, psychanalyse pour tous. Nous continuons notre travail de diffusion de la psychanalyse. Donc, vous avez vu, Elisabeth, bonsoir. Je vous avais parlé d'un livre que je devais sortir à la fin de l'été. Et en fait, je vais le sortir ici à la fin de l'année, qui s'appelle Tous en psychanalyse. Donc, c'est le tome 2 de ces directs qui ont été réalisés pendant plusieurs années, avec les différents, Samuel, bonsoir, les différents sujets que nous avons eu l'occasion de voir et qui sera à votre disposition avant la fin de l'année. C'est-à-dire que j'ai envoyé enfin le texte à l'imprimerie. Donc le travail il va se faire petit à petit. Après, il faut réviser, il faut faire la couverture, etc. Mais normalement, le travail est prêt. Donc, vous précisez, Fatia aussi, c'est bonsoir, c'est que nous sommes toujours en train de réaliser ce cours du dimanche soir. Cette fois-ci, nous travaillons le cas clinique du cas Schreiber, ce cas de paranoïa qui est un cas très intéressant. Donc, où vous pouvez encore vous inscrire pour le voir, Marie-Laure, bonsoir, pour le voir en direct le dimanche à 5 heures de l'après-midi ou en différé quand il vous conviendra. Donc voilà pour notre introduction du jour. Donc merci beaucoup d'être là encore une fois ce soir. Vous savez que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux pour que nous puissions être plus nombreux à participer, à commenter et surtout pour continuer à nous former, continuer à nous former. Non, on ne se rend pas encore assez compte, c'est pour ça que le titre que j'ai proposé de la psychanalyse est révolutionnaire parce que, Mélika, bonsoir, on ne se rend pas encore assez compte du pouvoir de cet instrument qu'est la psychanalyse et que c'est un instrument qui a un pouvoir. Bon, c'est un travail à réaliser, effectivement, c'est pas simplement un pouvoir, il y a un travail à réaliser mais disons que pour tous ceux qui s'y prêtent, c'est un travail qui donne d'énormes bénéfices pour tous ceux qui s'y prêtent. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés au chapitre 11. La fois dernière, le chapitre 10, nous avions parlé de ce rêve, de ce premier rêve analysé par Sigmund Freud qui s'appelle le rêve de Irma et sur lequel nous étions arrivés à cette conclusion. Enfin, à cette conclusion, on avait vu bien évidemment d'une façon assez succincte l'interprétation de ce rêve où Menassa expliquait, faisait l'interprétation du rêve, parce que Freud, il nous montre comment fonctionne l'association libre. Il nous montre comment on doit associer fragment par fragment, Féti bonsoir, fragment par fragment, le, euh, le rêve. Mais Ménassa, il interprète le rêve de Freud et il va s'arrêter sur ce terme, ce mot que présente Freud dans son
dans son rêve qui est la triméthylamine. La triméthylamide. Mourad, bonsoir. Et où il nous avait déjà parlé, donc on l'avait vu un petit peu à la fin la fois dernière, que la triméthylamine était en relation avec une substance sexuelle. C'est-à-dire qu'elle pouvait être interprétée comme quoi c'était la substance sexuelle, on va dire que, en fait, la découverte de Freud, parce que la substance sexuelle, c'est l'importance que Freud donne à la sexualité chez les êtres humains et uniquement chez les êtres humains, parce que en psychanalyse, la sexualité n'est pas exclusivement la génitalité. La génitalité, c'est une partie de la sexualité, mais la sexualité, pour l'être humain, c'est tout ce qui est en relation avec la parole, avec le fait que nous sommes des êtres qui parlent. Donc cette triméthylamine, cette substance sexuelle, hein, où Freud, en fait, où l'interprétation de Ménassa venait dire que Freud voulait s'excuser un petit peu de la découverte qu'il avait faite en disant excusez, je sais que l'humanité n'en a pas besoin, personne n'en a besoin, je ne sais pas pourquoi j'ai découvert ça, mais que et que j'ai découvert l'importance de la sexualité dans la vie des êtres humains, c'est-à-dire l'importance du langage, l'importance de pouvoir parler, l'importance de pouvoir s'exercer dans la parole pour mettre des mots sur notre histoire, sur nos idées, sur notre vécu, sur nos ambitions et et surtout nous apprendre à parler, parce que ce dont il s'agit, c'est de pouvoir nous apprendre à parler d'une façon un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude. Et donc il va dire que le mot triméthylamine, il dit non seulement il apparaît, il est en relation, et il apparaît dans le rêve parce qu'il est en relation donc avec cette substance sexuelle, mais en plus, il va dire que Freud va associer, et il va dire que ce mot aussi, il le met dans, il l'associe à une personne qui approuve le travail qu'il fait. C'est-à-dire que lui, il se sentait, Freud, très isolé, non? À l'époque où il découvre la psychanalyse, il y a beaucoup de gens qui sont contre et il est isolé et qu'en général, les opinions qui se manifestent quand lui, il montre un petit peu ce qu'il est en train de découvrir, ben, ce sont des opinions qui sont hostiles. Et Ben, bonsoir. Et donc, il va dire que triméthylamine fait référence à une personne, elle apporte au rêve une personne qui est d'accord avec lui, une personne qui reçoit agréablement les découvertes de Freud, pas comme son ami Otto qui justement dans le rêve aussi vient le critiquer, ou vient émettre pas de le rêve, dans la réalité, il vient émettre des doutes. Et donc Freud il va nous dire, vous voyez, l'inconscient ou l'appareil psychique plutôt a tendance à toujours vouloir faire d'une pierre plusieurs coups. Pas seulement deux, mais plusieurs coups. C'est-à-dire que pour que l'appareil se mette en marche, pour fabriquer un rêve, pour fabriquer ce mot triméthylamine, ben c'est parce qu'il y a eu plusieurs, assis, bonsoir, il y a eu plusieurs désirs en jeu. C'est-à-dire que la triméthylamine fait d'une pierre deux coups. D'un côté, elle va présenter cette substance sexuelle et de l'autre côté, elle va faire référence à cette personne qui reçoit agréablement les découvertes de Freud. Donc, et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qui arrive dans la vie psychique des sujets. C'est-à-dire que dans la vie psychique des sujets, j'utilise les mots, les phrases ou les événements qui me servent à plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que je vais faire d'une pierre deux coups, je vais satisfaire plusieurs instances à la fois. Parce que pour qu'il y ait quelque chose qui se manifeste, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc, c'est-à-dire que l'inconscient doit être d'accord avec le désir inconscient qui va s'exprimer. Mais il y a aussi la conscience qui doit être d'accord que ce soit ce phénomène-là qu'elle va laisser passer. C'est-à-dire que les phénomènes qui arrivent dans notre conscience, dont nous prenons conscience, c'est des choses que l'appareil psychique a laissé passer, c'est-à-dire que notre conscience accepte.
Même les choses les plus... non, des fois, on parle de traumatisme, que ça c'est un traumatisme. Si ça arrive dans la conscience, c'est que c'est un traumatisme léger. Ce n'est pas un véritable traumatisme, que les véritables traumatismes, ils n'arrivent pas dans la conscience, si ce n'est complètement déformé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les reconnaître. Non, c'est comme ça, c'est pour ça qu'ils arrivent dans la conscience complètement déformés, comme dans les rêves, quand on dit j'ai fait un rêve bizarre, je ne comprends pas le rêve que j'ai fait. Ben parce que, évidemment, la conscience ne permet pas. Elle est venue faire un travail de censure et de déformation parce que la conscience ne veut rien savoir de ça. C'est-à-dire que pour qu'il y ait cette manifestation ou la production d'un rêve, ça veut dire qu'il y a d'un côté l'inconscient qui est d'accord, l'inconscient qui laisse passer, qui dit oui d'accord, ça c'est l'expression véritable du désir. Et de l'autre côté, il doit convaincre, Claire bonsoir, Michel bonsoir, il doit convaincre aussi la conscience. C'est-à-dire que tous les deux doivent être d'accord. Et c'est là où va rentrer en jeu, donc on va faire un petit saut dans le temps, parce que là nous étions dans l'interprétation des rêves, dans le premier chapitre de l'interprétation des rêves, la méthode d'interprétation, où nous étions en train de voir dans la méthode d'interprétation le rêve de Irma. Et tout d'un coup, nous allons faire un saut dans le temps. Nous partons en 1923 et nous allons voir donc, le texte que Freud va publier en 1923 qui est Le moi et le ça. Et ce qu'il va nous dire dans ce texte, il va nous dire que, en fait, le moi, c'est, comme on le sait, on a déjà eu l'occasion de le souligner ici, n'est pas maître dans sa demeure. Mais n'est pas maître dans sa demeure, ça veut dire que il est soumis en fait. C'est pas lui le maître. Que lui, en fait, c'est un esclave. Il est soumis aux autres instances de l'appareil. C'est-à-dire qu'il n'est pas soumis à la réalité extérieure, il est soumis, mais au psychisme. C'est-à-dire qu'il doit rendre des comptes à tout le monde. Et il doit essayer de satisfaire tout le monde. Et donc il travaille, il se soumet aux exigences des désirs inconscients. Il doit se soumettre aussi aux exigences de la réalité psychique. Et il doit se soumettre aux exigences du surmoi. C'est-à-dire que c'est un élément des instances qui passe son temps à négocier. Il négocie avec l'un, parce que des fois, il y en a un qui est d'accord et l'autre qui n'est pas d'accord. Donc, il faut réussir à que tout le monde soit d'accord. Et d'ailleurs, ce que la psychanalyse nous montre, et qui est très intéressant, c'est qu'elle nous montre que quand nous avons de graves conflits dans l'appareil psychique, eh ben, ça se voit dans la réalité du sujet. C'est-à-dire que ces graves conflits ou ces conflits exagérés, on va dire, parce que conflit, il y a toujours, en fait, puisque le moi est toujours en train d'essayer d'organiser ces différentes instances. Mais quand il y a un conflit, ben, ce qui se passe, c'est que dans la réalité matérielle, on va dire, dans la réalité matérielle, on va voir comment le sujet essaye de se débatouiller avec les différentes relations sociales, etc. On voit qu'il a des difficultés aussi dans la réalité comme dans la réalité psychique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans l'appareil psychique, on va le voir dans la réalité matérielle. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne peut rien cacher. On ne peut rien cacher. C'est pour ça que étudier la psychanalyse, c'est quelque chose de très intéressant, parce que même si on ne va jamais travailler comme psychanalyste, qui est un autre débouché, on va dire, mais que apprendre, étudier la psychanalyse, c'est quelque chose qui est très intéressant, parce qu'elle nous parle justement de tout ce qui arrive à cet être humain et qui est déformé, qui arrive dans la conscience de façon déformée, et qu'en étudiant la psychanalyse, ben, petit à petit, on va apprendre à voir quelles sont les cachettes qu'utilise en fait l'appareil pour cacher les véritables intentions du sujet, non, ou la véritable situation du sujet. Donc, on va dire que ce moi qui essaye de gérer en fait les différentes énergies qui se présentent dans les instances à partir des différentes instances, ben, en fait c'est un hypocrite. Il passe son temps à négocier, il négocie tout le temps. Il négocie avec l'inconscient en lui disant attends un petit peu, on ne peut pas s'exprimer comme ça tout de suite, n'importe où. Et non, il n'est pas dans une position d'équilibre. Justement, l'équilibre dans l'appareil psychique, Fatia, n'existe pas. C'est pour ça qu'il doit tout le temps négocier.
Il doit, Lucie, bonsoir, hein, il doit tout le temps négocier. Il ne peut pas, s'il cesse de négocier, ben, il y en a un qui va prendre. Donc, il doit beaucoup travailler. Et donc, il va dire à l'inconscient, par exemple, attends un petit moment, on ne peut pas faire ça n'importe où, ni avec n'importe qui, ni n'importe quand. Donc, il va falloir donc, qu'il apprenne et en plus à déformer, parce que ce qui arrive aussi dans la conscience, donc il va falloir faire le travail de déformation pour que les désirs inconscients puissent se manifester dans la conscience, mais tout ça déformé pour que la conscience puisse l'accepter. Ensuite, il va négocier aussi donc à la réalité, avec la réalité, et là, il va dire à la réalité, le désir inconscient n'existe pas, mais non, tranquille, cool. Le désir inconscient n'existe pas. Il faut tromper. En fait, il passe son temps à tromper tout le monde, à négocier, mais à tromper tout le monde. Et après, avec le surmoi, bien évidemment, le surmoi, pour que le surmoi cesse de maltraiter le moi, il va lui dire qu'il va respecter la loi. Il lui dit, ne t'inquiète pas, je vais respecter la loi, hein. Et donc, on voit que le moi, il est soumis à ces différentes instances. Il est obligé, le moi, par conscient et par inconscient. En plus, oui, bah c'est bonjour. Alors le moi est toujours en tension. Exactement, Céline. Le moi est toujours en tension et il y a toujours des tensions dans l'appareil. L'appareil psychique est constamment en tension. Après, on voit, selon le résultat, quel est le travail qui a été réalisé dans l'appareil, selon le résultat dans la réalité, hein. Ou plutôt selon le résultat aussi du discours du patient. Non, parce que le psychanalyste, il ne va pas aller regarder la vie du patient. Il s'intéresse uniquement à ce que le patient va lui raconter. N'oublions pas ça, ce n'est pas un petit détail, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que le moi ne peut pas être la particule de cohérence. Le moi est le roi des compromis. Quand il y arrive, Claire, il n'y arrive pas toujours, il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne, parce qu'on voit que le moi, non, il faut qu'il arrive à devenir le roi des compromis. Il ne l'est pas toujours, hein. Parce que ce n'est pas la particule de la cohérence, hein. La particule de la cohérence, c'est l'inconscient dans l'appareil psychique. Parce que le moi, lui, il est très occupé à servir tous ses maîtres et il n'a pas le temps de s'occuper de la cohérence. Il est tout le temps en train d'essayer de voir comment les autres vont, euh, vont accepter ce que lui va proposer, non? Les négations. Donc le rêve, pour revenir, nous revenons à l'interprétation des rêves, et le rêve est donc l'expression, va nous dire Freud, d'un désir refoulé. Et en plus, il va préciser, Freud, ce qui est très intéressant, il va dire non seulement c'est l'expression d'un désir refoulé, mais c'est l'expression comme d'un désir. C'est comme une réalisation de désir, il va dire. Le rêve, c'est comme une réalisation de désir. Et il va dire comme pour que nous ne confondions pas la réalité matérielle de la réalité psychique. Parce que quand on dit que dans un rêve, il y a une réalisation de désir, après l'interprétation, il y a une réalisation de désir, mais dans la réalité psychique, dans le sens où ce que nous avons vécu dans notre rêve, non, n'a pas eu d'impact dans la réalité matérielle. Nous n'avons rien transformé dans la réalité matérielle. C'est-à-dire qu'on peut rêver, 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 et il n'y a pas de conséquences dans la réalité. Alors après, ce qu'on va voir, c'est que grâce à une psychanalyse, avec l'interprétation du rêve, on peut modifier effectivement la réalité psychique, et en modifiant la réalité psychique, ben, le sujet lui-même va modifier la réalité de sa vie. C'est comme ça que nous intervenons. Nous n'intervenons pas dans la réalité matérielle du sujet, nous intervenons dans sa réalité psychique. Et avec une modification dans sa réalité psychique, obligatoirement, ça a des conséquences, hein, dans la vie du sujet. Mais ça, c'est une décision du sujet, hein. Le psychanalyste ou la psychanalyste va intervenir uniquement dans la réalité psychique du sujet. Et après, c'est le sujet qui va prendre la décision de modifier des éléments de sa vie, de modifier ses relations, de modifier ses capacités, de modifier, etc. Ou de ne pas modifier, hein, parce qu'il peut aussi, il y en a qui prennent la décision de ne
pas modifier. Non, non, moi je ne modifie rien. Je veux montrer que la psychanalyse, non, ne fonctionne pas. Donc je ne vais rien modifier, par exemple. Donc, et donc, passer du fantasme à la réalité matérielle. Exactement, Céline, c'est de ça dont il s'agit. Hein. Alors on va voir que le fantasme, non, ce qui est intéressant aussi dans les fantasmes, parce que parfois c'est une étape, le fantasme. C'est-à-dire qu'on a besoin de fantasmer quelque chose, non, de pouvoir... bon, après, il y a fantasmer, et après, il y a une autre chose, c'est un peu programmer. C'est-à-dire que si je veux mettre en place un projet, ben, je vais devoir l'imaginer, mais enfin, dans tous les cas, c'est mieux de le faire sur papier. Hein, mais c'est vrai que fantasmer, en général, ça ne produit rien. Hein. Donc, et que tous les rêves, il va y avoir une censure. Et par exemple, les gens, les personnes qui ne se rappellent plus de leurs rêves le lendemain matin, il y a beaucoup de gens qui rêvent, mais ils ne se rappellent plus de leurs rêves, ou ils se réveillent le matin en disant non, non, moi je ne rêve pas directement, avec non, la certitude que eux, ils ne rêvent pas. Ben, ça n'existe pas. D'accord? Nous rêvons tous, et en plus plusieurs fois par nuit. Une autre chose, c'est le niveau de censure. C'est-à-dire qu'on peut ne pas s'en rappeler. Pourquoi? Parce que quand on se réveille le matin, la censure, hein, augmente son volume d'action et on oublie tout. C'est-à-dire que pendant le rêve, la censure diminue. Elle va dormir un petit peu. Elle va faire comme nous. Pardon, non? Elle va faire comme nous. Elle va dormir un petit peu, la censure. Donc c'est pour ça qu'il existe la production du rêve et que des fois même on s'en rappelle. Mais qu'après, au réveil, la censure reprend le dessus et elle va éliminer. Elle va éliminer le souvenir. Elle va éliminer le souvenir. Donc, dans le rêve, on disait, et pas seulement dans le rêve, mais on va voir que dans beaucoup d'autres choses, dans d'autres productions de l'inconscient, en fait, il y a deux désirs. Mais comme ici, il s'agit du rêve, on va parler de deux désirs. Donc, quand on rêve, on va réaliser deux désirs. Le désir inconscient, dont on vient de parler, et le désir de dormir. C'est-à-dire que le rêve est fondamental à notre vie. Le rêve est utile pour nous maintenir endormis et pour qu'on n'ait pas envie de passer à l'action. Donc on ne passe pas à l'action, on rêve. Tout le monde rêve, ça fait partie de la vie. D'accord? C'est-à-dire que au lieu de passer à l'action, au lieu de me lever et de me mettre en marche, ben, je rêve et je me lève dans mon rêve, on va dire, non? Et c'est ce qui va, on dit que c'est le gardien du sommeil, le rêve. Enfin, c'est Freud qui dit ça, que le rêve est le gardien du sommeil. Je rêve pour éviter de me réveiller. Par contre, comme vous le savez, je me réveille quand je fais un cauchemar. Non? Et donc c'est une particularité. Mais en général, on se rappelle ce qu'on a rêvé au matin et que nous rêvons plusieurs fois par nuit, mais que la raison, non, le désir de dormir, c'est la raison de rêver. Et alors quand nous disons que l'être humain est malade, non, on a déjà eu l'occasion de faire référence un petit peu à cette maladie de l'être humain. Quand nous parlons et nous disons que l'être humain est malade et qu'il est malade, pourquoi il est malade? Parce qu'il parle. Des insomniaques, ben, ça dépend de l'insomniaque. Mais j'ai fait un direct sur les insomnies, Céline. Je crois qu'en plus dans le livre Psychanalyse pour tous, il y a un point sur les insomnies. Et donc, on dit que les êtres humains, ils sont malades, ils sont névrosés parce qu'ils parlent. Non, parce qu'ils parlent. Donc, on va dire l'être humain est malade parce qu'il parle, ou parce qu'il parle, il est malade. Ou sa seule maladie est de parler. Ce que nous disons, c'est qu'ensuite, tous les faits de notre vie, toutes les situations de notre vie sont destinées à ne pas nous rendre compte que nous sommes malades de ça. Que notre véritable maladie, c'est que nous parlons. Hein? Et donc, pour éviter de nous rendre compte que ça, c'est la véritable maladie, eh ben, nous tombons malades d'autre chose. Parce que reconnaître que nous sommes des êtres parlants,
ce n'est pas simplement parce que je parle. Ça, c'est pas simplement une preuve que je reconnais que je suis un être parlant, sinon que, euh, on va dire que nous sommes tous, non, on dit nous sommes tous névrosés, et nous sommes tous névrosés. Pourquoi? Parce que nous parlons, parce que nous sommes des êtres parlants. Mais pourquoi? Parce que être un être parlant implique que je suis né d'un père et d'une mère qui ont eu une relation sexuelle pour la reproduction de l'espèce et que tout ça a eu lieu parce que nous sommes des êtres mortels. Donc notre espèce, pour que notre espèce ne soit pas mortelle, nous nous reproduisons. Et en plus, ce qui est intéressant de voir, c'est comment cette espèce, cet animal, non, qui nous sommes esclaves de nos désirs. Non, non, c'est plus complexe que ça. Nous ne sommes pas esclaves de nos désirs. Nous avons des attitudes bizarres face à nos désirs. Donc, et on va voir que non, notre mortalité, c'est-à-dire que nous parlons parce que nous sommes une espèce animale qui parle et nous sommes la seule espèce animale qui sait qu'il va mourir. Hakim, bonsoir. Nous savons, nous sommes les seuls à savoir, les êtres humains, à savoir que nous allons mourir. Pourquoi? Parce que nous parlons, que ça s'est transmis dans le langage. Même si personne ne nous l'a dit, nous l'avons appris par le langage. Ça appartient au langage. On va dire que vous vous rappelez quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez des êtres mortels? Vous vous rappelez quand est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous avez fait Ah, non. En général, on ne s'en rappelle pas. Pourquoi? Parce que c'est un apprentissage qui se fait, hein, un apprentissage qui se fait dans le langage. Et, euh, et donc, pourquoi je tombe malade? Bah parce que je n'accepte pas d'appartenir à une espèce mortelle. Alors, du coup, je suis capable de tomber malade psychiquement. Et en plus aussi, peut-être organiquement. Mais psychiquement, je tombe malade, je tombe au GD, mais la parole aussi guérit. Effectivement, Féti. Mais la parole guérit dans un contexte particulier. Mais de toute façon, c'est pas pour dire que le langage, il n'est pas malade. Ce qui est malade, c'est notre position face à ce langage. Non, notre négation face à certains désirs, face à nos désirs. Notre négation à vouloir nous reconnaître comme des êtres mortels. Et c'est ça notre véritable maladie. C'est que nous ne voulons pas être des êtres mortels. Nous cherchons l'immortalité où nous vivons comme si nous étions immortels. Parce que ça aussi, c'est une autre part de l'histoire. Nous vivons comme si nous étions immortels. Non, ça, je le ferai demain. Ah, je ne me suis pas encore décidée. Non, par exemple. Et donc, ce sont des choses qui sont très courantes dans notre vie, où nous laissons les choses se faire, ou quand nous ne prenons pas soin de nous, nous vivons comme des immortels. Ne pas prendre soin de soi, c'est comme si je n'allais jamais mourir. Alors, je veux tomber malade, d'accord, mais mourir, non, ça mourir, c'est pour les autres. Moi, je ne vais pas mourir, se dit le névrosé. D'accord? C'est-à-dire que nous avons cette tendance. Et nous avons cette tendance, pourquoi? Parce que dans l'inconscient, la mort n'existe pas. Nous avons toujours quelque chose non, qui nous attache à cette immortalité. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un travail pour devenir mortel. Parce que notre tendance est à vivre comme un immortel ou une immortelle. Donc il y a un travail à faire pour devenir mortel. Euh, et quand je ne suis pas un malade psychique, de quoi je suis malade? Ben, je suis malade d'être un être humain, d'être un être mortel. C'est ça ma maladie. Ma véritable maladie, c'est que je suis mortel. Mais comme je ne l'accepte pas, je tombe malade d'autre chose, non? Et mortel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je parle, ça veut dire que je suis né à partir de la reproduction, c'est-à-dire que mes parents ont dû avoir des relations sexuelles pour que je naisse, que je vais avoir toutes sortes de jouissances tout au long de ma vie, que je vais aussi avoir toutes sortes de désirs que je vais accepter plus ou moins, non? Et que surtout, tout va être déterminé, toute ma vie va être déterminée par l'autre, avec un grand A, c'est-à-dire le langage, par ma position face
au langage. C'est-à-dire que plus qu'acteur de ma propre vie, en fait, je suis un spectateur de ma propre vie. Je peux me regarder vivre, mais mes décisions sont toujours un petit peu pas complètement miennes. Elles dépendent de toute une structure, mes décisions. C'est pas vraiment moi qui prends la décision, c'est toute la structure sociale à laquelle j'appartiens. Mortel, c'est accepter la castration. Exactement, fait-il. Alors, de temps en temps, on l'accepte et de temps en temps, on ne l'accepte pas. Bonsoir, Christine. Non. C'est-à-dire que nous sommes condamnés à ça. Je ne veux pas être condamnée à vivre dans un monde d'hommes et de femmes qui est... Non, je ne veux... eh bien, je serai un névrosé. Si je n'accepte pas cette humanité qui me caractérise, que tout m'est donné des autres, que je suis grâce aux autres, que ici, moi je parle grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, ce direct n'existerait pas. Donc tout ça, merci beaucoup. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons dans la vie vient et se fait grâce aux autres. Et s'il n'y a personne qui veut que ce direct se fasse, ce direct ne va pas avoir lieu. Si personne veut que je sois une personne intelligente, je ne peux pas être intelligente. Je peux ce que d'autres personnes veulent de moi, ou en tout cas ne me mettent pas des bâtons dans les roues, ou pas assez pour m'empêcher de fonctionner. Après, bien sûr, c'est pour ça qu'il y a le désir, non? C'est un engrenage. Ça veut dire, il y a le désir du sujet qui participe. Il y a le désir du sujet qui participe, mais que obligatoirement, on a besoin des autres pour fonctionner. Donc, je suis peuplée d'humanité. Je suis un représentant de cette humanité, mais moi, je suis peuplée d'humanité. Les gens consomment-ils pour le déni de la mortalité? Moi, je pense que les gens consomment parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, Céline. Bon, rapidement, comme ça, non? Je dis, bah oui, les gens, vous voyez que la majorité des gens s'ennuient. Ça, c'est un problème des sociétés du confort, hein, qu'on appelle du confort, parce que les sociétés du confort, les gens s'ennuient. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Ils n'ont rien à faire. Ils se posent la question à savoir qu'est-ce qu'on fait ce week-end. Hein? C'est, moi, ça me surprend. Aujourd'hui, alors peut-être qu'avant j'étais comme ça aussi, mais aujourd'hui, moi, ça me surprend. Parce que moi, j'ai toujours plein de choses à faire. Je sais ce que je dois faire. J'ai toute une liste de choses à faire où je me pose jamais la question à savoir qu'est-ce que je vais faire. Et donc, rappelez-vous que nous sommes en train de suivre ce livre qui s'appelle, ce livre de Menassa qui s'appelle, ouf, je l'ai perdu, ce livre de Menassa qui s'appelle Cette conférence à la Havane. Et en fait, dans ce livre, oui, il est là. Il est là, pour ceux qui parlent l'espagnol, Cette conférence à la Havane. Et en fait, et on lui pose une question, non? Parce que ce sont des cours qu'il a donnés donc à la Havane, et on lui pose une question. Et on lui demande, alors écoutez, cette partie-là, elle est super intéressante, on lui demande, on lui dit, quand vous parlez de la personnalité du moi, dans la mesure que le moi du sujet soit plus fort, plus stable, et ça veut dire que sa personnalité soit équilibrée. On lui demande, non, ce qu'on va chercher dans une psychanalyse, c'est que la personnalité du sujet soit équilibrée, que ce soit un moi plus fort, plus stable, etc. Et Ménassa, il va nous dire, ça c'est une duperie, une supercherie de la discipline psychologique aux États-Unis, du désastre qu'ils ont fait avec la psychanalyse aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils ont transformé la psychanalyse en une thérapie du moi, pour renforcer le moi. Il dit la psychanalyse, c'est tout le contraire. C'est quand je renforce le moi, il dit, je mutile le sujet. Il ne faut pas renforcer le moi, il faut l'apprendre à négocier. Parfois, quand on pose la question de ce qu'on va faire le week-end, c'est pour avoir une idée commune en famille. Oui, mais je veux dire qu'il n'y a pas un projet. Ce que je veux dire, Bibi chérie, c'est qu'il n'y a pas un projet. On se pose la question parce qu'il n'y a pas de projet. Parce qu'on peut aller rendre visite au tonton, on peut aller faire une balade à la mer, on peut aller manger au restaurant. Il n'y a rien à faire.
C'est la société de confort. Ils n'ont rien à faire, ils ne savent pas quoi faire. Donc je parlais de ce que Ménassa dit sur, non, cette visite que Freud a dit. Vous vous rappelez que on dit que c'est Freud. Bon, il y en a d'autres qui disent que c'est pas Freud, mais c'est quelqu'un d'autre qui a dit quand Freud il est parti aux États-Unis pour faire ses conférences et montrer un petit peu de ce que c'était la psychanalyse aux États-Unis, qu'il a dit ils ne savent pas encore qu'on leur apporte la peste. Et Ménassa il dit, eh ben, et ça, c'est ce qu'ils ont fait, parce que c'est une véritable peste, parce qu'ils ont transformé la psychanalyse en autre chose. C'est-à-dire qu'ils ont transformé la psychanalyse en un instrument de l'État, dans le vrai sens du terme, et ce n'est pas la psychanalyse. Ce sont des thérapies d'adaptation. Ils ont fait des thérapies d'adaptation. Pourquoi? Pour améliorer la capacité de production des sujets, pour qu'ils travaillent mieux pour la production du système capitaliste. Hein? Et c'est-à-dire qu'ils y sont parvenus en renforçant le moi. Christine dit, d'accord avec lui, la psychanalyse n'a pas pour but de rendre équilibré pour être conforme à la société. Non, pour être conforme avec le sujet, pas avec la société. La société, Christine, elle veut quelque chose de nous. Hein? Elle veut quelque chose et en général qu'on ne fasse pas trop de bruit. C'est la non-connaissance volontaire. Je ne comprends pas, Céline. D'accord? On va voir. On continue un petit peu. Donc c'est-à-dire que ce que cette thérapie d'adaptation fait, c'est qu'elle augmente le critère de refoulement. Du refoulement, c'est-à-dire qu'au lieu de désinhiber le sujet, de pouvoir se permettre à faire plus de choses, à parler plus, à faire plus de choses, elle l'inhibe plus. Elle le concentre en disant non, toi tu dois t'occuper d'une chose, non, c'est de produire pour gagner de l'argent. Point. Non. Ensuite, il y a une autre personne qui lui demande, c'est de ne pas vouloir savoir. Qu'est-ce qui est ne pas vouloir savoir? Ne faut-il pas un moi fort pour être équilibré? Mais c'est que la psychanalyse ne vend pas, Elisabeth, l'équilibre. L'équilibre, ça n'existe pas chez l'être humain. L'équilibre, vous voyez, les gens qui sont équilibrés, ce sont ceux qui prennent beaucoup de médicaments, les antidépresseurs. Alors ça, vous voyez, ce sont des gens équilibrés qui deviennent oh, oh merci, et qui deviennent et qui n'en sentent plus rien. Ça, ce sont les gens équilibrés. Mais sinon, une personne qui ne prend pas de médicaments, ce ne sont pas des personnes équilibrées. L'équilibre n'existe pas. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des vagues, des mouvements. Il n'y a plus de psychanalyse aux USA. Freud n'existe pas là-bas. Freud et Lacan n'existent pas beaucoup d'ailleurs, n'existent pas beaucoup ailleurs qu'en France et quelques pays hispaniques. Je ne sais pas, Cécile, s'il existe encore en France. Non? Bah, je ne sais pas. Donnez-moi des noms. Donnez-moi des noms, Cécile, que c'est assez difficile de trouver des psychanalystes qui continuent leur psychanalyse, des psychanalystes qui continuent à superviser, des psychanalystes qui continuent à se former, hein, qui continuent à former d'autres personnes, à se former et à former d'autres personnes, à être dans cette chaîne de formation qui fait partie de la formation des psychanalystes. Hein. Je veux dire qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'abandon, mais que c'est de behaviorisme, exactement, fait-il. Donc, il y a quelqu'un qui lui pose la question, est-il possible d'échapper à la névrose? Et Ménassa va dire, Melman. Ok, d'accord, j'irai voir, merci Cécile. Donc, et il va dire, si j'accepte être malade de mortalité, je n'ai pas besoin de la névrose. David Nacio? Non, David Nacio, Pablo, ce n'est pas ça fait longtemps qu'il n'est plus psychanalyste. Mais bon. Hein. Et donc, je n'ai pas besoin de la névrose si j'accepte être malade de mortalité. La névrose, c'est ma manière de nier que je suis mortel. C'est une manière de nier que quelque chose s'est passé, que nous ne sommes plus ces enfants dans les bras de la maman, que nous avons tous quelque chose de névrose. C'est pour ça qu'on dit que nous sommes tous névrosés, parce qu'on ne peut pas être mortel 24 heures sur 24 et face à tous les événements de notre vie.
Melman est décédé. Bah oui, mais il a dû laisser quelques écrits, non? Est-il possible d'échapper à une société névrosée? Bah pour l'instant, une société qui ne soit pas névrosée, ce sont, par exemple, certaines écoles de psychanalyse, par exemple. On pourrait penser que dans une école de psychanalyse, non, il y a, dans une école de psychanalyse, il doit y avoir comme une petite île où la névrose a énormément diminué. Hein, énormément diminué. Alors, échapper à la névrose, non, mais disons que une école de psychanalyse, d'ailleurs, ça se reconnaît parce qu'on voit que les gens ont la capacité de parler, de pouvoir s'exprimer, les gens ne se disputent pas comme ça à chaque fois qu'il y a des idées différentes qui se présentent. Colette Solaire en France. Bah, plus ou moins la Colette. Donc, mais, et en plus, on va dire que nous avons tous quelque chose aussi de la névrose, mais là, ça va dire parce que nous ne sommes pas complètement décidés à être des hommes et des femmes. Nous ne sommes pas complètement décidés à être des hommes et des femmes. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être un homme et une femme? Parce que si nous pensons que nous sommes tous des êtres humains, hommes-femmes, qu'est-ce que ça veut dire la femme que je suis? Qu'est-ce que ça veut dire l'homme que je suis? Hein, reconnaître, hein, reconnaître ses particularités. Parce que c'est pas simplement dire oui, oui, je sais que je suis une femme. Non, ça doit se voir dans la réalité. Je dois le faire. Si je ne le fais pas, de quoi je parle? C'est dur quand notre environnement est une société névrosée. Bon, alors ça y est, encore à cause de la société. Non, c'est non. Mais la névrose peut diminuer, dit, mais la névrose peut diminuer, mais ne peut pas disparaître. Pourquoi? Pourquoi, Christine? Il y a beaucoup d'écoles de psychanalyse en France, oui. Alain Vaniel, dit Olivier, je ne connais pas. Eh ben, Rachid, la psychanalyse existe en Espagne. Ben, bien évidemment, elle existe pratiquement dans tous les pays, de façon plus étendue ou de façon plus discrète, on va dire. Mais aujourd'hui, la psychanalyse, elle existe pratiquement dans tous les pays. Hein, mais que dans chaque pays, bien évidemment, elle est diffusée, parce que vous savez qu'il y a l'international, et donc c'est l'international qui envoie ses soucoupes dans les petits pays pour intervenir et prendre... Parce que il faut savoir aussi que la psychanalyse, c'est un marché, mais il y a des écoles qui forment des soi-disant psychanalystes en 2 ans. Effectivement, Christine, il y a des écoles qui disent qu'ils forment des psychanalystes en 2 ans. Alors vous imaginez. C'est pour ça que le problème, comme toujours, c'est de ne pas tomber dans ce vouloir s'enrichir, disposer. Ah, il y a beaucoup de gens qui veulent être psychanalystes. Je vais monter une école et je vais former des gens en 2 ans. Ils vont lire 3 livres, ils vont me présenter un écrit et je vais leur donner un petit papier qui va leur permettre d'être psychanalyste. Donc, Ménassa, il disait, Christine, Ménassa, il disait que pour former véritablement un psychanalyste, il a besoin de 20 ans. 20 ans en faisant l'analyse, les supervisions, la formation, et la formation dans les deux sens, c'est-à-dire former et être formé. 20 ans, il disait. Avant 20 ans, il est en formation. Il est en formation. Au bout de 20 ans, quand on a respecté non, toutes ces coordonnées de la formation, peut-être qu'on arrivera à être psychanalyste. Non, des écoles qui organisent des cartels, des séminaires ouverts à tous souvent. Oui, oui, ici, il y a des gens qui me demandent que je leur donne un certificat d'assistance pour les directs gratuits. Donc, bien évidemment, que pourquoi collabore-t-on en masse à cette société de consommation? Bah, parce que c'est plus facile, c'est le courant général. La psychanalyse dérange, Freud l'avait bien compris. Oui, tous les psychanalystes l'ont compris, Christine, tous les psychanalystes. Parce que, en fait, la psychanalyse, il faut savoir que la psychanalyse, elle dérange même les psychanalystes. Et je parle de moi aussi. C'est-à-dire que nous sommes tous touchés. Il y a toujours une résistance dans tous les sujets. Même dans les psychanalystes, c'est pour ça que le psychanalyste doit se psychanalyser obligatoirement, parce que sinon, sa résistance, elle déborde, elle prend tout l'espace. Et il finit par raconter sa vie, au lieu de former les gens, il parle de leur vie. Nous sommes tous au minimum névrosés. Je ne sais pas, Cécile, il faut voir. J'aimerais savoir à propos de Nacio. Il n'exerce plus, je ne sais pas.
Pourquoi collabore-t-on à la masse? Donc, on va dire, on est tous névrosés dans le sens où, on va dire là, attendez, je vais continuer un petit peu ce que Menassa il dit, si je suis malade, parce que, par exemple, on va parler que, on va, non, l'angoisse. Comment chaque sujet va faire face à l'angoisse, qu'il ne va jamais nous abandonner? Alors, il y a des gens qui, face à l'angoisse, s'arrêtent. Ils ne peuvent plus rien faire. Et il y a des gens qui acceptent que l'angoisse fasse partie de leur vie et qui passent au-dessus et qui continuent. Hein. Mais il y en a d'autres qui la transforment en maladie d'angoisse. Alors, je suis malade d'angoisse. Ou alors, je passe au-dessus et je peux continuer. Parce que l'angoisse, ça fait partie aussi de ces moments de création. Donc, la création, dans l'angoisse, ça fait partie de la création. Il n'y a pas de création sans angoisse. Hein. Mais si je ne tolère pas cette angoisse, ben, je ne peux pas écrire, je ne peux pas créer, ou alors très peu. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent être malades d'angoisse à être malades de mortels, à savoir qu'ils vont mourir. Il y a des gens qui tombent malades, Cécile, pour dire je suis mort d'une maladie, ou pour dire je ne suis pas mortel, je suis malade. Non, que leur véritable maladie, c'est une maladie organique, pour ne pas donner de nom. Hein. Non, notre véritable maladie, c'est la mortalité, qui n'est pas une maladie, mais disons que c'est celle que nous devons porter avec nous, qui va nous accompagner. Hein. Face à l'angoisse, il est important de s'y confronter. Mais il y a aussi une chose qui est importante quand on parle d'angoisse, Christine, c'est aussi de souligner par le fait que l'angoisse, ce n'est pas quelque chose que l'on doit sentir. Quand on sent l'angoisse, c'est pas nécessaire de sentir l'angoisse. Nous savons qu'elle est là, qu'elle participe à notre vie. Et qu'il y a toujours un petit moment, non, qu'on va sentir quand je dois faire le direct, par exemple. Non, je peux peut-être de temps en temps, des fois, parce que pas toujours, des fois sentir un petit quelque chose. Mais des fois, non, je ne sais rien du tout. Je viens faire ce que j'ai à faire, que ce n'est pas nécessaire de sentir. Mais je sais que l'angoisse est là. Et en plus, donc pourquoi? Parce que c'est théorique. Non, on parle de cette angoisse qui est théorique, on n'a pas besoin de la sentir. Comme la culpabilité, je n'ai pas besoin de la culpabilité. Je sais qu'elle est là. Hein. Lacan nous dit, il y a angoisse avant l'action, hein, comme le trac, l'angoisse avant l'action, et après il y a la culpabilité après l'action. Pourquoi? Parce que après l'action, je regarde et je dis, j'étais nulle, pourquoi j'ai parlé de ça, pourquoi j'ai dit ça, j'aurais pas dû dire ça, regarde, j'ai bougé comme ça, pourquoi... Et alors, poum, culpabilité. Parce que je ne l'ai pas fait comme j'aurais voulu le faire. Alors, vous voyez, on ne se laisse pas tranquille, on ne se laisse pas faire. Alors que si on se laissait faire, ben, on ferait beaucoup plus. On aurait la capacité de faire beaucoup plus si on n'était pas aussi exigeant avec nous-mêmes. En plus, une exigence qui ne rime à rien. Parce que si je n'avais pas dit la petite phrase qui me gêne maintenant, que j'ai dit, que j'aurais pas dû dire, regardez, j'ai bougé, j'ai mis mes mains comme ça. Alors du coup, je veux dire que c'est rien du tout. Ce sont des détails de notre vie. Donc si nous ne nous arrêtions pas autant sur tous ces petits détails, ben, nous aurions la capacité de faire beaucoup plus de choses. Beaucoup plus de choses. Donc Freud nous dit, si nous ne voulions pas être aussi bons, nous pourrions être meilleurs. Hein. Freud était très intelligent, il faut continuer à le lire. Si nous ne voulions pas être aussi bons, nous pourrions être meilleurs. Et en plus, on va dire, Ménassa va dire, c'est-à-dire que je préfère, pour certaines personnes, je préfère être malade d'angoisse à me savoir mortel ou à me savoir uni aux autres par de forts liens de dépendance. C'est la dépendance qui me rend fort. C'est pas renforcer le moi, c'est renforcer mes liens de dépendance. Oui, 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 ou des idées, Cécile. On a des idées qu'il faut que ce soit comme ceci, qu'il faut que ce soit comme cela, qu'il faut... Non, comme quoi, l'improvisation, non. Ou l'improvisation bien travaillée d'avance. Non, nous devons improviser notre vie, improviser. Donc, pour revenir sur ces liens de dépendance, parce que la dépendance, c'est quelque chose qui est très intéressant, les gens, ils veulent être indépendants, ne dépendre de personne.
Je me suis fait tout seul et je veux vivre toute seule et je ne veux avoir besoin de personne. Non, je dois être indépendant économiquement pour ne pas avoir un chef à la maison. Ça, oui. Mais après, je dois dépendre de beaucoup de gens. Et au plus je dépends de personnes, au plus je grandis, au plus j'ai la possibilité de grandir en plus. Parce que c'est grâce à tous ces liens, toutes ces relations sociales qui m'enrichissent et qui me permettent de grandir. Hein, c'est pour ça que la richesse, Menassa, il dit, nos richesses sont nos relations sociales. Et il y a des gens qui s'enferment dans la solitude. Alors ils s'appauvrissent énormément. Alors c'est plus facile que de supporter les autres. C'est vrai que les autres, c'est pas toujours facile à supporter. Mais si on élimine les autres, c'est pour ça que. Mais supporter les autres, c'est difficile parce qu'on a des difficultés à se supporter soi-même. Attention. C'est pas que l'autre il est difficile, c'est parce que nous-mêmes, nous avons des caractéristiques que nous ne nous supportons pas nous-mêmes. Donc c'est pour ça qu'après, et ça se voit dans nos relations avec les autres. Eh ben oui. Pour improviser, faut-il apprendre pour improviser avec des connaissances? Mais Céline, vous, avec les connaissances que vous avez aujourd'hui, Cécile, Christine, tous, vous pouvez improviser. Vous n'avez pas besoin de connaissances spécifiques. On peut improviser. Improviser, ça veut dire, bah, je vais me tromper. Ah bah oui, je vais me tromper. Mais de toute façon, si j'improvise pas, je vais me tromper aussi, hein. Ce n'est pas qu'il y ait une possibilité de faire les choses sans se tromper. Mais au moins, quand j'improvise, je m'amuse un petit peu plus. Je ne suis pas en train de me surveiller comme ça tout le temps. Non, le contrôle, le tyran qui vit chez moi, hein, le tyran. Non, non, que je dois apprendre à improviser, ça veut dire à me laisser faire. Allez. Non, il y a des gens qui arrivent à le faire, mais ils ont besoin de boire de l'alcool, par exemple. Boire, non, se doper avec certaines substances pour pouvoir se permettre de le faire. Non, il faut pouvoir le faire sans aucune substance, sans aucune substance. Et c'est tout à fait possible. Euh, et Ménassa, il termine, en tout cas ce chapitre-là pour aujourd'hui, nous allons terminer en disant, euh, il n'y a rien dans l'homme ou dans la femme qui ne soit pas hors de lui. C'est-à-dire que nous existons grâce à tout ce que nous produisons à l'extérieur. Le plus important de moi est hors de moi. Et ça, cette phrase, elle est formidable. Le plus important de moi est hors de moi. C'est-à-dire que pour qu'il y ait quelque chose de moi qui existe, il faut que je le montre, sinon ça n'existe pas. Sinon, c'est les fantasmes dont parlait Céline. C'est des fantasmes, mais ça n'existe pas. Le plus important de moi est hors de moi. Mais pour ça, ben, il faut faire. Effectivement, il faut réaliser des choses. Il faut réaliser des choses et constamment. Non. Et pour ça, il faut avoir des projets. Il faut avoir des projets pour avoir une direction. Parce que sinon, ben, comme je le disais avant, on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Parce qu'il n'y a pas de projet, il n'y a pas de direction. Ma vie n'a pas de direction, je ne sais pas exactement ce que je fais de ma vie. Vivre avec les incertitudes de la vie, exactement Céline. Mes je dois sont de la folie, mes désirs sont tous corrects. Et la substance, sa parole, exactement Olivier. Très belle phrase, non? Le meilleur de, le plus, non, je crois qu'il disait le meilleur de moi est hors de moi. Ou le plus important de moi est hors de moi. Merci à vous, oui, effectivement, Christine. On s'arrête là. Merci de partager sur vos réseaux donc cette vidéo. Et puis après, vous pouvez la partager aussi une fois sur YouTube. Elle va passer ensuite, elle est programmée ensuite sur YouTube à partir du lundi à 20 heures. Elle ressort lundi à 20 heures. Vivre avec les incertitudes de la vie. Est-ce que la vie, c'est une incertitude, Céline? Trouver des projets. La vie, c'est une incertitude, nous ne savons pas. Et ça, c'est une difficulté aussi, apprendre à vivre avec ces incertitudes. Néa, pensez-vous qu'en France, la psychanalyse de type freudien ou lacanien est dépassée et pourquoi la nation ne ferait-elle plus partie? Bon, Pablo, moi je lance des choses après. Si vous voulez, on peut avoir une conversation en privé, mais je ne vais pas aller critiquer les collègues. Annie, merci à vous. Néléa, merci. J'espère qu'on va continuer plus de 2 ans cette richesse. J'ai besoin de grandir. Oui, moi aussi, hein, ne croyez pas, il faut qu'on continue. Olivier, merci à vous. Bonne soirée. Donne bonne continuation à tous. Continuons à étudier, à nous former. C'est très important. Donc, rendez-vous
Le dernier épisode de l'année 2025, c'est mardi prochain à 21 heures. On se retrouve donc pour terminer l'année mardi prochain à 21 heures sur ce direct sur Facebook. Bonne soirée et merci beaucoup. Au revoir.